La plupart des techniques de manifestation échouent pour une raison que presque personne ne veut entendre. Elles vous demandent de ressentir une certitude que votre cerveau ne croit pas encore. Et si la vraie puissance commençait quand vous cessiez justement de forcer cette émotion? Restez jusqu'à la fin, car nous allons renverser une idée devenue presque sacrée, celle qui prétend que vous devez vibrer plus fort pour attirer une autre réalité. Et vous allez découvrir pourquoi une philosophie vieille de plusieurs siècles pourrait offrir une voie beaucoup plus exigeante, mais aussi beaucoup plus stable. Imaginez un homme qui se réveille chaque matin avec exactement le même rituel. Avant même de poser les pieds au sol, il ferme les yeux. Il imagine la maison qu'il veut. Il imagine le travail qu'il veut. Il imagine l'argent qu'il veut. Il imagine la relation qu'il veut. Puis, il cherche l'émotion correspondante. Il essaie de ressentir la gratitude. Il essaie de ressentir l'abondance. Il essaie de ressentir cette fameuse sensation de déjà posséder ce qu'il désire. Pendant quelques minutes, tout fonctionne. Son corps se détend. Son esprit s'élève. Il croit avoir trouvé la fréquence parfaite. Puis son téléphone s'allume. Un message arrive. Un paiement inattendu. Une remarque désagréable. Une absence de réponse. Et en quelques secondes, toute cette réalité intérieure s'effondre. Ce matin-là, quelque chose devient évident. Son problème n'est peut-être pas son manque de visualisation. Son problème est peut-être qu'il dépend encore de chaque événement extérieur pour décider de son état intérieur. Et c'est ici que commence notre histoire. Car plusieurs siècles avant les affirmations positives, les tableaux de visualisation et les discours sur les vibrations, des hommes avaient déjà identifié ce piège. Les stoïciens ne demandaient pas au monde de confirmer leur état intérieur. Ils entraînaient leur esprit à ne plus remettre son autorité au monde. Voilà la première rupture. Reviens à ce qui dépend de toi. Cette phrase va revenir plusieurs fois, parce qu'elle contient presque tout. Reviens à ce qui dépend de toi. La manifestation moderne vous invite souvent à créer une émotion suffisamment intense pour correspondre à une réalité désirée. Le stoïcien prend le chemin inverse. Il ne cherche pas d'abord à ressentir davantage. Il cherche à devenir moins dépendant de ce qu'il ressent. Ce n'est pas supprimer ses émotions. Ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas nier la peur, la colère ou le désir. C'est apprendre à créer un espace entre l'événement et la réaction. Dans cet espace apparaît quelque chose de beaucoup plus rare que l'enthousiasme. La stabilité. Et cette stabilité change tout. Imaginez maintenant deux personnes qui poursuivent exactement le même objectif. La première vérifie constamment si quelque chose est en train de se manifester. Elle observe chaque message, chaque silence, chaque retard, chaque signe, chaque coïncidence. Lorsque quelque chose semble favorable, elle monte. Lorsque quelque chose semble défavorable, elle descend. Sans le comprendre, elle entraîne son cerveau à associer son sentiment de sécurité au résultat immédiat. La seconde personne choisit une autre stratégie. Elle définit clairement sa direction. Elle accomplit l'action qui dépend d'elle. Puis elle cesse de demander au monde une confirmation toutes les 10 minutes. Elle observe. Elle ajuste. Elle continue. Son calme ne dépend plus du résultat du jour. Voilà le paradoxe. La personne qui semble le moins obsédée par la manifestation devient souvent celle qui agit avec le plus de cohérence. Reviens à ce qui dépend de toi. Nous arrivons maintenant au premier verrou neuronal. Votre cerveau apprend par répétition. Si chaque incertitude déclenche une vérification compulsive, une inquiétude ou un changement de direction, vous renforcez une manière de fonctionner. Si chaque incertitude devient au contraire l'occasion de ralentir, d'observer et de choisir consciemment votre réponse, vous entraînez une autre manière de fonctionner. C'est ici que le cortex préfrontal entre dans notre histoire. Non pas comme une antenne magique capable de contrôler l'univers, mais comme une partie essentielle des systèmes qui participent à la planification, au contrôle cognitif et à la régulation de nos réponses masquées. Et cette distinction est capitale. Vous ne recablez pas le cosmos. Vous recablez progressivement votre manière d'y répondre. Or, lorsque vos réponses changent, vos décisions changent. Lorsque vos décisions changent, vos comportements changent. Lorsque vos comportements changent, les situations auxquelles vous vous exposez changent aussi. Et soudain,
Ce que beaucoup appellent synchronicité peut prendre une forme nouvelle. Vous remarquez une conversation que vous auriez autrefois ignorée. Vous saisissez une occasion que votre peur aurait autrefois rejetée. Vous dites non à ce qui vous éloigne de vous. Vous dites oui à ce qui correspond davantage à votre direction. Le monde semble différent parce que votre manière de le traverser est devenue différente. Nous arrivons alors au deuxième verrou, le désir. Le désir n'est pas votre ennemi, mais l'attachement au désir peut devenir une prison. Plus vous avez besoin qu'une chose arrive pour vous sentir complet, plus chaque journée sans cette chose devient une preuve apparente d'échec. Le stoïcien retourne cette logique. Il choisit une direction sans donner à cette direction le pouvoir de déterminer sa valeur. Je veux cette chose, mais je ne lui appartiens pas. Je poursuis cette possibilité, mais mon équilibre ne dépend pas d'elle. Je fais ce qui doit être fait, puis j'accepte ce que je ne contrôle pas. À cet instant, une quantité immense de bruit intérieur commence à disparaître. Et c'est précisément ici que notre métaphore quantique devient intéressante. En physique, les notions de superposition et d'effondrement appartiennent à un cadre scientifique extrêmement précis. Elles ne prouvent pas que votre pensée choisit magiquement une maison, une relation ou une somme d'argent. Mais nous pouvons utiliser cette image autrement. À chaque instant, plusieurs trajectoires comportementales semblent possibles. Vous pouvez répondre à la peur. Vous pouvez répondre à l'impulsion. Vous pouvez répondre à votre ancienne identité. Ou vous pouvez répondre à votre principe. Votre choix réduit alors le nombre de futurs que vous entretenez par vos propres actions. Pas par magie, par cohérence. Voilà notre effondrement symbolique. Une possibilité cesse progressivement d'être une simple pensée et devient une trajectoire parce que vous commencez à vivre en accord avec elle. Reviens à ce qui dépend de toi. Mais voici le troisième verrou, et c'est probablement le plus difficile. La plupart des gens veulent une nouvelle réalité, sans accepter la discipline correspondant à cette réalité. Ils veulent la paix, mais nourrissent chaque conflit mental. Ils veulent l'abondance, mais prennent leurs décisions depuis la peur. Ils veulent une relation stable, mais poursuivent ceux qui les rendent instables. Ils veulent changer de vie, mais négocient chaque matin avec les habitudes qui maintiennent l'ancienne. La visualisation leur montre une destination. La discipline leur demande de devenir la personne capable de l'atteindre. Et c'est beaucoup moins confortable, car une affirmation peut durer 5 minutes. Une identité se démontre toute la journée. Le véritable recablage commence donc lorsque vous arrêtez de demander ce que vous devez ressentir pour manifester. Vous commencez à demander qui vous devez être lorsque personne ne vous rassure. C'est ici que naît la neutralité stoïcienne. Une neutralité active. Vous recevez une bonne nouvelle. Vous l'appréciez sans perdre votre centre. Vous recevez une mauvaise nouvelle. Vous l'examinez sans déclarer immédiatement que tout est perdu. Quelqu'un vous rejette. Vous ressentez la douleur, mais vous ne transformez pas cette douleur en verdict sur votre valeur. Une opportunité disparaît. Vous observez ce qui reste sous votre contrôle. Votre préparation, votre comportement, votre attention, votre prochaine décision. Vous ne contrôlez pas la vague. Vous apprenez à gouverner le gouvernail. Et quelque chose d'étrange commence alors à se produire. Votre énergie mentale cesse d'être dispersée. Vous ne passez plus la moitié de votre journée à interpréter chaque événement. Vous disposez de davantage d'attention pour agir, davantage de lucidité pour observer, davantage de patience pour attendre, davantage de discernement pour reconnaître une occasion réelle lorsqu'elle apparaît. C'est souvent à ce moment que les synchronicités semblent se multiplier. Pas nécessairement parce que l'univers en envoie soudain davantage, mais parce que le bruit intérieur diminue suffisamment pour que vous remarquiez ce qui était déjà devant vous. Une phrase entendue au bon moment, une personne rencontrée par hasard, une idée qui revient, une porte qui s'ouvre après la fermeture d'une autre. Le danger serait de transformer chaque coïncidence en ordre cosmique. La sagesse consiste plutôt à observer sans s'accrocher. Un signe n'est pas toujours une instruction. Une émotion n'est pas toujours une vérité. Une peur n'est pas toujours un avertissement. Un désir n'est pas toujours une destinée. Reviens à ce qui dépend de toi. Nous pouvons maintenant transformer cette philosophie en pratique. 3 mouvements. Séparer, stabiliser, agir.
D'abord, séparez. Lorsqu'un événement survient, demandez ce qui dépend réellement de vous, pas ce que vous voudriez contrôler. Ce que vous contrôlez réellement. Votre parole, votre prochaine action, votre manière d'interpréter, votre capacité à attendre avant de répondre, puis stabiliser, avant d'envoyer ce message, avant d'abandonner, avant de modifier votre objectif, avant de conclure que le monde vous rejette. Laissez l'intensité redescendre. La neutralité n'est pas l'absence d'émotion. C'est le refus de laisser une émotion momentanée devenir immédiatement une décision permanente. Puis agir. Une action claire, une action mesurable, une action alignée. Pas 50 gestes désespérés destinés à provoquer un résultat. Une action que vous pourriez respecter même si personne ne vous promettait qu'elle réussirait. C'est ici que la discipline stoïcienne dépasse la simple motivation. La motivation dépend souvent de votre état. La discipline peut continuer lorsque cet état disparaît. Et lorsqu'elle continue suffisamment longtemps, elle crée une preuve intérieure. Vous commencez à vous faire confiance. Non parce que vous avez obtenu tout ce que vous vouliez, parce que vous avez cessé de vous abandonner chaque fois que la réalité ne répondait pas immédiatement. Cette confiance change votre posture. Elle change votre façon de parler. Elle change les limites que vous posez. Elle change les projets que vous acceptez. Elle change ceux que vous refusez. Elle change ce que vous êtes prêt à attendre. Elle change même les personnes avec lesquelles vous choisissez de marcher. Alors survient le retournement le plus important de cette histoire. Peut-être que l'objectif profond de la manifestation n'était jamais de forcer la réalité à vous obéir. Peut-être qu'il était de devenir suffisamment aligné pour ne plus courir après toutes les réalités possibles. Car lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, chaque possibilité vous séduit. Chaque promesse vous détourne. Chaque peur vous contrôle. Chaque signe vous fait changer de direction. Mais lorsque votre centre devient stable, beaucoup de possibilités s'effondrent d'elles-mêmes. Vous ne poursuivez plus certaines personnes. Vous ne recherchez plus certaines validations. Vous ne négociez plus certaines valeurs. Vous n'entrez plus dans certaines situations. Et votre vie commence naturellement à prendre une forme plus précise. Non parce que vous avez commandé l'univers, parce que vous avez cessé de vous contredire. Voilà le recablage stoïcien. Il ne consiste pas à répéter que tout va bien. Il consiste à rester cohérent, même lorsque tout n'est pas encore comme vous le souhaitez. Il ne consiste pas à supprimer la peur. Il consiste à ne plus lui donner automatiquement le volant. Il ne consiste pas à tuer le désir. Il consiste à désirer sans devenir esclave. Il ne consiste pas à attendre des signes. Il consiste à devenir suffisamment silencieux pour distinguer un signal d'une projection. Et c'est peut-être cela, l'alignement. Un moment où vos pensées, vos valeurs, vos décisions et vos comportements cessent enfin de tirer dans des directions opposées. À partir de là, la synchronicité prend un autre sens. Elle n'est plus une récompense magique envoyée pour vous rassurer. Elle devient un point de rencontre entre votre attention, votre disponibilité et une possibilité réelle. Vous êtes là. Vous êtes présent. Vous êtes suffisamment stable pour la voir et suffisamment discipliné pour agir lorsqu'elle apparaît. Reviens une dernière fois à ce qui dépend de toi. Votre monde extérieur ne répondra pas toujours à votre calendrier. Les gens resteront imprévisibles. Les circonstances changeront. Certaines portes resteront fermées. Certaines intentions échoueront. Mais il existe un territoire que vous pouvez travailler chaque jour. Votre réponse, votre attention, votre discipline, votre parole, votre direction. Et lorsque ces éléments deviennent cohérents, quelque chose de profond se produit. Vous cessez de demander sans arrêt si votre nouvelle réalité arrive. Vous commencez à constater que vous êtes déjà devenu quelqu'un qui ne pourrait plus vivre exactement comme avant. C'est alors que la manifestation cesse d'être une tentative de convaincre l'univers. Elle devient une manière de ne plus vous trahir. Et peut-être que le paradoxe ultime est là. Lorsque vous cessez d'avoir désespérément besoin que le monde change pour vous sentir aligné, vous commencez enfin à prendre les décisions capables de changer votre monde. La discipline remplace l'obsession. La cohérence remplace l'excitation. La présence remplace l'attente. Et la sagesse remplace le besoin de tout contrôler. Vous ne forcez plus la réalité. Vous devenez simplement beaucoup plus difficile à détourner de la vôtre.